Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, on accueille Carla. Salut Enzo. Ça va Carla ? Très bien, et toi ? Bah écoute, au top. Pour la petite anecdote, ça fait 1 an qu'on doit se voir avec Carla. On y arrive enfin. Et enfin, on y arrive. Ouais. Sous un déluge, on a failli pas se voir encore aujourd'hui. Ouais, mais on s'est dit qu'il fallait pas annuler là. Non, pour tout le monde, il fallait qu'on le fasse cet épisode. Bon, trop bien Carla. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui écoutent ? Ouais. Du coup, je m'appelle Carla, j'ai 25 ans. J'ai fini mes études l'année dernière et j'ai lancé un média qui s'appelle Vocation, dont le but justement est d'aider la nouvelle génération à s'épanouir dans sa carrière. Et c'est quelque chose dont on va pas mal parler aujourd'hui, donc je suis ravie d'être ici. Top, ouais, tu teases un peu, on va clairement parler de ça. Vocation, allez tous suivre sur Insta, sur LinkedIn aussi, du coup, ouais. Beaucoup, clairement. Super projet de Carla et de Jasmine. Et de Jasmine, exactement. Cool, du coup, avant qu'on commence, Carla, est-ce que toi, tu peux donner ta définition, en tout cas ta vision de l'échec aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une vision un peu la définition objective de l'échec, qui est de ne pas, pour moi, arriver, de se fixer un peu des objectifs, ou en tout cas des envies, et de ne pas arriver à y parvenir. Ça, c'est une vision qui est quand même très vaste, on va dire, et sur laquelle tout le monde un peu s'accorde. Ma seconde... la définition que moi, je donnerais, elle est un peu double. La première, c'est ce que je te disais, c'est... le fait, en fait, de ne pas réussir à pleinement s'exprimer et socialement à être bien, pour moi, c'est vraiment un échec. Et la seconde, c'est d'être beaucoup trop exigeant avec soi-même pour réussir à accepter, justement, qu'on n'est pas parfait et qu'il y a des moments où on va échouer. C'est très beau. C'est bien parce que à chaque fois, tu me fais une super belle transition pour la suite de ce dont on va parler. Et donc, clairement, là, tu parlais de pression sociale, tu parlais d'exigence, de comparaison avec les autres. Ouais. Et c'est un peu ce qui toi, t'es arrivé et t'a poussé, donc, du coup, après, à créer Vocation. Mais c'est toute la pression qu'on se fout aujourd'hui. On va parler de ça. C'est pendant les études, en fait. Et quoi de mieux que d'en parler aujourd'hui avec tous les pauvres étudiants qui sont en train de déprimer chez eux depuis plus d'1 an, qui voient pas le bout du tunnel. Et il faut leur montrer, justement, que, si, la lumière, elle existe, quoi. Ouais. Elle existe et elle n'est pas forcément dans l'excellence académique et scolaire. Clairement. Toi, du coup, c'est parti de quoi ? Alors, comment est-ce que tu peux nous refaire gentiment un peu ton parcours ? Comment tout ça s'est installé ? À quel moment tu te foutais le plus la pression ? Comment, après, derrière, tu as réussi à ouvrir un petit peu le champ, ta vision et te dire, OK, mais en fait, on s'en fout. Ouais. Bien sûr. Moi, j'ai toujours eu une peur panique de l'échec depuis que je suis toute petite. Mais vraiment toute petite, parce que dès la maternelle, je me souviens, j'avais essayé, j'étais en 2e section maternelle, on m'avait fait sauter une classe et ça s'était pas très bien passé, donc on m'avait fait revenir en moyenne section maternelle et j'avais pleuré pendant 1 semaine parce que pour moi c'était déjà un premier échec et j'ai toujours eu une peur panique d'échouer scolairement, je pense, parce que pour moi le fait d'avoir des bonnes notes c'était une façon d'exister auprès de mes parents, auprès de mes profs, auprès de mes amis. J'ai toujours été première de ma classe et vraiment, le fait d'être 2e, c'était déjà un peu compliqué. Je me suis toujours comparée aux autres. Je le disais pas, je le disais à personne, mais pour moi, c'était vraiment ça. C'était pareil au collège, c'était pareil au lycée. Il a fallu toujours que je fasse les meilleurs choix, même au lycée. Donc, j'étais au collège à Aix-en-Provence. J'ai décidé de pas rester au collège à Aix-en-Provence et d'aller au lycée à Marseille parce que les lycées étaient meilleurs. J'étais pas première en seconde, mais après première terminale, j'étais clairement première de ma classe. Je suis allée en prépa à Paris. Au début, c'était dur. Mais bon, clairement, j'allais pas... j'étais pas là pour ne pas être dans les premiers. T'étais pas là pour être ici, comme on dit. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, très rapidement, même si j'ai un peu honte de le dire, je pense que c'est important.
Très rapidement, je me suis dit, par exemple, donc j'étais en prépa pour les prépa HEC, et c'était, en fait, ce sera HEC et pas autre chose, parce que sinon, j'avais juste peur, j'avais hyper peur du regard des autres, du regard de mes parents sur l'école que j'aurais pu avoir. Donc, je me mettais une pression monstrueuse. Et donc, du coup, mon échec, pour moi, c'est justement cette peur de tout le temps se dire, putain, mais si j'échoue, c'est que je suis une merde, quoi. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant, parce que du coup, tu nous dis que ça remonte à il y a très très longtemps. C'est vous d'ailleurs que tu as autant de souvenirs de ta deuxième section de maternelle. Mais est-ce que ça veut... Comment ça vient, ce truc-là, à la base? Parce que tes parents, j'imagine que quand on te voit là aujourd'hui, ça doit être des gens très bienveillants et qui te mettent pas une pression de ouf. Du coup, ça peut venir d'où, du coup, ce truc-là? Je pense que mes parents me mettent... vraiment exactement comme tu l'as dit, genre, on est une famille très fusionnelle. On s'aime énormément et il y a aucun... eux ne m'ont jamais mis la pression. Et ça, justement, par exemple, l'aveu, là, j'ai trop peur d'aller dans une autre école qu'HEC, je l'avais dit à ma mère et ma mère était là en mode, mais juste, calme-toi, personne t'a mis la pression, pourquoi tu te la fous toute seule? Et donc j'ai essayé un peu de comprendre d'où ça venait, et je pense que une des choses qui fait que je me mets autant la pression, c'est que j'ai vraiment l'impression, pour moi, que ma valeur venait de mes, entre guillemets, performances scolaires. Et donc en gros, c'était aussi une question de confiance en moi et d'estime de moi-même, que de me dire, en fait, j'ai envie de montrer aux autres que je peux y arriver, et j'ai envie que les autres se disent... que je peux arriver au meilleur. Et du coup, indirectement, qu'ils se disent la valeur de Carla, elle est plus et pas plus. Donc, honnêtement, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est pas les autres qui mettent la pression, c'est moi qui me la mets toute seule, mais parce que j'ai très peur du regard des autres. Est-ce que tu penses qu'on attache du coup trop d'importance à l'école globalement et donc du coup aux performances scolaires? Ouais, totalement, mais je pense que c'est surtout dû à la façon dont le système scolaire est fait. En fait, dès le plus jeune âge, t'es noté, donc au début, ça peut être avec des smileys, mais après, ça sera avec des notes sur 20. Mais on te compare toujours aux autres, en fait. Et on te compare aux autres sur les mêmes matières, français, maths, sciences. Donc, en fait, l'échelle... t'es obligé de te comparer aux autres. L'être humain se compare. On est tous pareils, donc t'as toujours envie de te dire... où je me situe par rapport aux autres. Et quand t'es jeune, la seule comparaison, c'est le système scolaire. Donc c'est est-ce que t'es premier de ta classe, deuxième, troisième, quatrième, dernier. C'est comme ça que tu vas te comparer. Le problème, c'est que en comparant les élèves comme ça, en leur montrant toujours les mêmes rôles modèles, je pense qu'on passe à côté déjà de la richesse de chacun, parce que tout le monde veut se conformer pour être le premier de sa classe. Et ensuite, on brise un peu la confiance en eux, peut-être de certains élèves, qui se retrouvent pas là-dedans. Mais ça, c'est un problème, clairement, de comment est-ce que tu permets aux élèves de se sentir eux-mêmes bien et d'accepter que leur valeur ne se mesure pas sur une échelle de 1 à 20, et ce, dès le plus jeune âge, quoi. Bien raison ce que tu dis. Mais là, du coup, je creuse un peu plus aussi ce qu'on s'est dit avant. Donc, on parlait un peu de l'entourage avec les parents. Ouais. Les potes aussi ont du coup une place hyper importante, parce que la comparaison, comme tu dis, on l'a tout le temps à cause des notes. Est-ce qu'on peut réussir à en faire quelque chose de sain, cette comparaison, en essayant un peu de se tirer vers le haut, sans se tirer trop la bourre et pas se cracher dessus? Et est-ce que l'entourage, là-dessus, il peut avoir aussi son rôle? En tout cas, les potes peuvent avoir un rôle important. Ouais, il y a 2 trucs sur les potes, parce qu'en fait, jusqu'au lycée, si t'es premier de ta classe, t'es un peu le faillot, tu vois, t'es pas forcément la personne... t'as pas trop envie d'exister par ça auprès de tes potes, tu vois, limite tu le caches un peu, moi je le cachais un peu, ou bien j'en parlais pas trop, parce qu'en fait c'était important pour moi d'avoir des bonnes notes pour assurer une potentielle carrière, tu vois, mais devant mes potes, c'est pas ça qui te fait exister, ça c'est vrai. Limite c'est un peu le contraire, tu vois, c'est un peu si t'as des trop bonnes notes, t'es la meuf chelou, quoi. Mais je suis totalement d'accord, en fait, il faut créer un environnement sain, et il faut se tirer vers le haut. En fait, il faut arriver à se tirer vers le haut, parce que je trouve que généralement avec les potes, justement, en tout cas quand t'es un peu jeune, tu te tires plus vers le bas, tu fais plus des conneries en fait que viens on se tire vers le haut pour avoir des bonnes notes en cours, quoi, tu vois. Mais pour moi c'est primordial. Et surtout, en fait, c'est primordial plutôt que tes potes t'accueillent comme tu es,
et ça va peut-être faire la transition et que t'aies pas à porter un masque avec eux, en société, auprès de tes camarades de classe pour te dire ok, je valorise ma propre individualité et du coup en fait si j'échoue scolairement c'est pas grave parce que je suis quelqu'un, j'ai une valeur au-delà de mes notes. Totalement. Ouais. Et à quel moment toi du coup t'as pris conscience de ça? Donc là t'as eu des belles études, donc après t'as fait prépa. Et donc après, il se passe quoi pour avoir aujourd'hui ce déclic et de se dire putain en fait pendant des années je me suis comparé, je voulais être numéro 1 absolu et en fait c'est pas ça qui est important. Ouais, c'est sûr que jusqu'en prépa il y avait un conformisme, j'étais très je me conformais à tout. Je suis arrivée en prépa, du coup je venais de Marseille, j'avais un peu les codes de Marseille, je suis arrivée en prépa dans le 16e, t'inquiète qu'en 2 semaines, j'étais une petite parisienne, parfaite. Enfin, tu vois, j'étais devenue. Tout le monde me disait. Enfin, tout le monde pensait que je vivais à Paris depuis ma naissance, quoi. Alors que pas du tout. Et en vrai, j'étais pas pareil dans le sud, mais du coup, j'avais changé ma façon de parler, j'avais un peu changé mon style vestimentaire, j'avais changé un peu mes hobbies aussi, entre guillemets. Tout ça pour me pouvoir rentrer dans ce moule social et de me dire ok, je me conforme et maintenant que je me suis conformée, je vais pouvoir avoir des potes et maintenant il faut que j'ai des bonnes notes. Donc en gros, en prépa, c'était ça. Et à la fin, j'étais arrivée, j'étais clairement dans les premières. J'étais parfaitement rentrée dans ce moule-là. T'avais ton plan, quoi. T'es arrivé en mode, ok, je change ça, petit 1, petit 2, bam, 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 et après, je trace tout. En fait, c'est un peu ça. C'était les 3 premiers mois, j'étais j'avais pas les meilleures notes de la classe, mais j'étais bien. Phase découverte, quoi. Exactement. Et surtout, phase du conformisme, personnalité. Et ensuite, maintenant que j'ai tout ça, allez, on fonce. Et là, vraiment, j'en parle encore avec mes potes aujourd'hui, je sais pas trop, pour le coup, il y a vraiment eu un déclic sur les notes. Je suis devenue une machine en cours, alors que je l'étais pas du tout au début de la prépa, et juste, je pensais pas qu'à ça, mais voilà, j'avais mon but qui était clairement tracé. Et après, du coup, je suis arrivée à HEC, et à HEC, pareil, conformisme très dur. J'ai beaucoup aimé mes années à HEC, mais je me sentais pas moi du tout. Vraiment, j'avais du mal socialement. J'avais du mal à me sentir moi, j'avais du mal à faire des choses que peut-être les autres faisaient pas. Pour quelle raison? Parce que j'avais trop peur d'être jugée et en fait, il y a un peu ce truc dans si je me... l'être humain est un être qui veut être accepté par la société, parce que tu ne peux vivre qu'en société. Et du coup, tu as toujours cette impression que si tu te conformes pas ou si t'es pas comme les autres, tu vas finir par être rejeté. Et j'avais hyper peur de ce rejet-là. Donc, c'est le sentiment qu'on te donne sans tirer. Aujourd'hui, on n'est pas là pour flinguer la prépa absolument, mais est-ce que c'est le sentiment que toi t'as des gens qui sont en prépa et qui veulent absolument avoir justement aussi HEC ou d'autres écoles? Est-ce qu'on te donne l'impression d'être jugé en permanence et d'être un peu rabaissé? Pas en prépa, mais à HEC c'est un microcosme. Tu vis de façon très clanique, quoi. T'as ton clan, tu vois. Il y a des clans sur le campus et t'as vraiment peur de pas appartenir à un clan. Et moi, ma première année, je l'ai grave mal vécue à cause de ça. Bref, en plus, circonstances un peu particulières, mais je me suis un petit peu isolée. J'avais mon copain, j'étais tout le temps avec lui. Mais du coup, j'arrivais pas trop à me retrouver. Ouais, à me trouver. Et en fait, donc il y a eu la 2e année après. Pareil, j'arrivais pas trop à trouver ma place, un petit peu plus, mais pas trop quand même. Et après, il y a eu les années de césure où on est parti. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à vraiment m'assumer et à être moi-même. Et ça m'a fait une bouffée d'air frais. C'était dingue, quoi. T'as fait quoi pendant ton année de césure? J'ai fait un premier stage en France, en marketing, chez L'Oréal. Ensuite, j'ai fait un stage à Hong Kong pour une boîte qui s'appelle Bash, donc de prêt-à-porter. Et ensuite, j'ai pris une 2e année de césure où j'ai fait 6 mois à Beyrouth. Donc, en fait, j'ai fait un an entier parce que j'ai fait 6 mois à Hong Kong, 6 mois à Beyrouth d'affilée. Où là, j'ai juste pris des cours d'arabe et je chillais. Et ensuite, je suis revenue à Paris, j'ai fait un dernier stage. Et les 6 mois à Hong Kong, mais surtout les 6 mois à Beyrouth, ça a été un changement radical pour moi dans mon affirmation de qui je suis. C'était incroyable, quoi. Qu'est-ce qui a fait, du coup, ce changement radical? Je pense être loin de ma famille, de mes potes, de mon école, de tous les gens qui pourraient me juger. C'est pour ça que, Hong Kong, c'était quand même très école de commerce, traînais pas mal avec des Français, donc c'était encore un peu compliqué. Mais Beyrouth, c'était juste incroyable, quoi. Parce que c'était... en fait, je connaissais personne. Moi, j'ai de la famille là-bas, mais je connaissais personne d'autre. Et j'étais moi, quoi. Et je me sentais, revivre. C'était incroyable. Et t'avais plus peur d'être toi... tu vois, en fait, le
le fait d'être un peu différent n'était plus vu comme un échec ou t'es un outsider, mais vraiment comme ok, t'es toi en fait. Et nous, on t'aime pour quitter, tu vois. Et c'est hyper important. Et tu peux repartir à zéro. Ça me fait penser, bon, c'est un tout autre sujet. On avait parlé il y a 2 épisodes de ça avec Quentin du bégaiement, qui a parlé du coup en fait où lui, il est comme d'autres invités avant, mais il est reparti d'une feuille blanche. En mode, il a changé totalement d'environnement. Et le fait de pouvoir repartir à zéro, c'est là où de nouveau tu arrives en fait à t'assumer toi. Faut à un moment donné couper un peu tout ce microcosme, comme tu dis, que tu as autour de toi, toute cette potentielle négativité, et puis repartir sur de nouvelles bases et puis t'affirmer, quoi. En fait, on parle très souvent de oui, il faut partir à l'étranger, ça ouvre les yeux, etc. Je suis totalement d'accord, mais en fait, je trouve que surtout c'est même pas le fait de voir autre chose, c'est plus le fait d'être dans un environnement qui est différent du tien pour pouvoir pleinement t'affirmer, t'assumer et voilà, repartir d'une page blanche, quoi. Clairement. Donc là, on est sur le rebond. On était sur la phase descendante et là, bam, avec les expériences à l'étranger, on remonte. Et donc, qu'est-ce qui change après derrière ? Il faut dire que du coup, jusque-là, j'avais vraiment pas connu. C'est ce qu'on disait, mais j'avais un parcours très classique, mais aussi assez exemplaire, sans vouloir me jeter de fleurs, mais voilà. Oui, et assez exemplaire dans le sens où j'ai jamais fait un pas de côté dans mon parcours académique. Et là déjà, je suis partie. Et ensuite, je suis revenue. Et il me restait 1 an à faire à HEC. Et donc là, un peu rebelote parce que du coup, je me sentais moi-même. Genre, j'étais tranquille sur qui j'étais. Par contre, niveau professionnel et académique, c'était encore compliqué. Ça va être drôle parce que je pense qu'on va pouvoir en parler. Mais du coup, je voulais absolument me reconformer à ce qu'on me disait. Donc, je suis rentrée en dernière année en master entrepreneur d'HEC, où le but, c'est de monter une boîte, plus ou moins. Enfin, tu peux en tout cas. Donc moi, et c'était un peu le truc stylé aussi de monter une boîte. Donc clairement, moi, j'étais là, allez, vas-y, je vais monter une boîte. Et puis, je voulais absolument le faire dans les codes de ce qu'on me disait. Donc, les success stories qui sortent de notre master, c'est des boîtes comme Doctolib, Luco, beaucoup de start-up tech qui ont levé beaucoup d'argent. Du coup, moi, je voulais me conformer à ça en me disant, voilà, les canons un peu de la réussite, c'est monter sa start-up, avoir des centaines d'employés, lever des fonds, être dans la tech. Être un homme, je pouvais pas, mais voilà. mais donc, du coup, je me suis dit, OK, il faut que je fasse ça. Et j'ai pas mal essayé. Enfin, en tout cas, j'essayais absolument de rester le plus possible dans cette direction-là. Jusqu'à un jour où, en fait, j'en pouvais plus. Le décalage était trop gros entre qui je sentais que j'étais intérieurement, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais apporter à la société, et la vision de la réussite qu'on me martelait depuis 1 an. Et ça a été hyper compliqué parce que je me disais, mais je suis pas du tout en train de remettre en question ce type de start-up et ce modèle, parce que moi je trouve ça hyper inspirant et admirable, mais juste je dis que c'est pas fait pour moi. En tout cas, c'est pas à moi de monter ce genre de boîte. Et du coup, ça a été hyper compliqué jusqu'à un moment où j'ai décidé je me suis dit, c'est plus possible en fait. Et là, j'ai tout arrêté. C'était en janvier de l'année dernière. J'ai dit, OK, stop, on arrête. J'ai fait un pas de côté, j'ai attendu, j'ai digéré tout ça et j'ai repris mon projet, mais d'une façon qui me ressemble beaucoup plus saine et beaucoup moins peut-être dans les canons de la réussite comme on l'entend en tout cas dans le milieu dans lequel je vis, mais qui me ressemble beaucoup plus. Et là, je suis vue comme une outsider pour le coup, mais maintenant, c'est bon. Et c'est quoi, du coup, ce qui a changé dans ton approche ? Comment tu l'abordes aujourd'hui, où tu es plus en phase, où tu dis que tu es moins dans les codes de réussite, HEC, etc. Ouais. Toi, tu fais quoi pour être un peu différente là-dessus ? Du coup, pour la petite histoire, donc moi, du coup, j'ai commencé Vocation en mars 2020, pendant le premier confinement. Au début, on a fait un podcast. On s'est dit, le podcast nous permettra de créer une boîte autour. Et bien sûr, une boîte tech dans l'orientation professionnelle. Et donc, on a commencé comme ça, et on s'est posé plein de questions, et on essayait de trouver quel serait le produit tech qu'on voulait développer, et on était vraiment dans les clous de ce qu'on nous disait de faire. On est rentré dans des incubateurs tech, on est rentré chez Willa, on est rentré au School Lab, on parlait avec plein de gens, on était vachement dans cet écosystème. Et puis, en fait, moi, je sentais que ça me convenait pas trop, mais c'était très inconscient et vraiment au plus profond de moi, mais j'arrivais pas du tout à mettre des mots dessus. Et un week-end...
Le vendredi, du coup, je quitte Jasmine. On réfléchissait vachement justement à notre produit, à ce qu'on voulait développer et tout. Ça se passe trop bien. On boit un verre, je rentre chez moi. Passe le week-end, donc le samedi tranquille. Et le samedi soir, impossible de dormir. Mais vraiment, mais genre insomnie, mais comme jamais. Et je réfléchissais à ma boîte. Et je me disais, mais je suis pas au bon endroit, je suis pas au bon endroit, je suis pas au bon endroit. Pourquoi alors que je rentrais dans tous les codes de ce qu'on nous disait de faire, quoi. Horrible. Le lendemain matin, vraiment, j'étais chez moi, il y avait mon copain, je fonds en larmes, il me récupère vraiment à la petite cuillère en mode, mais c'est pas, et je lui dis, mais en fait, je me retrouve pas là-dedans, qu'est-ce que je fais, comment je continue? Et le lundi, j'arrive et je dis à Jasmine, écoute, je me retrouve pas dans ces codes-là. Je me retrouve pas dans cette vision de la réussite. Je ne veux pas créer cette boîte. Je ne veux pas créer une boîte tech dans l'orientation. Ça bride. Donc, moi, j'ai un côté, du coup, qu'on a pas mal bridé, mais très créatif. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup tout ça. Et en fait, là, je me retrouvais à pas forcément utiliser ces compétences-là qui étaient importantes pour moi. Et du coup, on a dit, OK, on fait un pas de côté, on attend, on voit ce qu'on va faire de vocation. Pendant 2 semaines, on n'a rien fait à part parler de qu'est-ce qu'on a envie de faire ces prochains mois. Donc, on a envie de rencontrer du monde qui est un peu différent de l'écosystème dans lequel on vit. On a envie de s'exprimer, on a envie de s'engager, donc on a tout écrit. Et il y avait une chose qui était sûre, par contre, c'est qu'on adorait bosser ensemble. Et donc, au bout de 2 semaines, on s'est dit, OK, on reprend vocation, mais on fait autre chose. Et déjà, on a poussé un énorme coup de gueule, où on a écrit une newsletter dans laquelle on a vraiment expliqué tout ça, tout ce que je viens de raconter, toutes les phases par lesquelles on a été passé et pourquoi il faut valoriser les individualités de chacun et pas faire en sorte que tout le monde se conforme et rentre dans des cases. Et on a repris Vocation, donc aujourd'hui qui est vraiment devenu un média. On parle du monde du travail et où justement on dénonce quelques aberrations, on parle de choses dont on ne nous parle pas forcément sur le monde professionnel. C'est pas de l'orientation, c'est vraiment plus... on va parler du monde pro, quoi. Et ça nous ressemble de ouf. Et on est dans un incubateur média et ça se passe super bien. Et on gagne de l'argent alors qu'avant on n'en gagnait pas. Donc on est trop contente. Mais tu le vois bien, c'est pas les canons de la réussite à la française, en tout cas d'une start-up, quoi. Ouais, mais si c'est toi, si aujourd'hui tu te sens épanoui, que tu kiffes ton projet, on en a rien à foutre de pas rentrer dans les canons. Mais c'est mais c'est juste que ce que je te disais, personnellement, pour moi c'était inconcevable parce que je pense que je montais pas ma boîte pour moi, je montais ma boîte pour les autres, en fait. Jusqu'à il y a quelques temps. La première boîte, quand tu la montes jeune, j'ai l'impression que c'est souvent ça. Genre. Ouais. T'as souvent besoin de prouver aux autres que tu peux faire aussi bien que ce qui existe déjà et pas faire quelque chose pour toi. Ouais. Alors que ta boîte, c'est le prolongement de toi-même. Donc si t'es pas en accord avec ça, ça sert à rien. Enfin, j'ai pas mal parlé de ça avec Jean Moreau, le fondateur de Phoenix, qui m'a dit une phrase qui m'a marquée. Quand je lui ai dit pourquoi t'as monté Phoenix, tu vois, enfin t'étais bien, il était en M&A avant, il avait un bon salaire et il avait pas l'air de s'en plaindre. Et il me disait j'avais envie de marquer le monde à ma façon. Et je me disais c'est quand même no offense, mais c'est quand même une phrase assez forte. Tu sens qu'il y a de l'ego derrière, tu sens qu'il y a un besoin de prouver quelque chose à la société, aux gens qui t'entourent. Et moi c'était clairement ça. Enfin je rentrais clairement là-dedans, quoi. Phoenix, pour ceux, c'est pas. J'ai pas plagié non plus, ça s'écrit pas pareil. Phoenix, c'est une appli. Oui, pardon. C'est une appli anti-gaspi qui est très stylée d'ailleurs. Allez suivre. On va faire un truc en commun. Tiens, peut-être pas gratter quelques trucs. Je voulais revenir sur un petit truc tout à l'heure parce que c'était perçu un peu comme une vanne, mais moi je trouve que c'est intéressant peut-être de creuser. T'as dit tout à l'heure, en dernier point, quand t'étais à HEC, enfin dans les réussites entrepreneuriaux, je suis pas un homme. Est-ce que ça aujourd'hui c'est compliqué quand t'es une nana, une jeune nana en plus, de faire son trou, que ce soit en prépa ou après derrière en master HEC, derrière avec tout cet ego hyper masculin qu'on a. Ouais. Alors en prépa, je l'ai pas trop ressenti. En fait, jusqu'à la prépa, vraiment pour moi, c'était même pas une question. Enfin, être une femme ou pas, j'avais l'impression que de toute façon, ce qu'on disait, mon échelle de comparaison aux autres, c'était mes notes. Donc pour moi, si j'étais mieux notée que des mecs, c'est que je valais plus que ces mecs-là, tu vois. Par contre, après, tu rentres à HEC, et moi, ma promo, je crois que c'était, si je dis pas de conneries, 75% de mecs, 25% de meufs, un truc comme ça, ou 68, 32. Et là, c'était plus compliqué, parce qu'en fait, quand t'es dans un environnement comme ça, où il y a autant de mecs, c'est les mecs qui
gère le campus. Et en fait, il n'y a plus la comparaison avec les notes, parce que les notes, tu t'en fous. Donc en gros, comment tu te compares aux autres, c'est sur d'autres critères. Et c'est là que ça a été très compliqué à gérer, parce que en fait, quand t'es une femme, la seule chose, désolée, ça va être un peu cru, mais en fait, t'es là pour être... ils savent que t'es un peu intelligente, enfin plus ou moins en tout cas scolairement, quoi. Donc maintenant, c'est, ok, est-ce que t'es mignonne et en gros, en fait, tu te tais quand t'es une femme sur le campus. C'est un campus qui est profondément misogyne, hyper dur à gérer pour moi. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que ma valeur, elle venait de justement, peut-être, de comment j'étais perçue par les personnes qui gouvernaient ce campus, c'est-à-dire les mecs. Donc vraiment très très dur. Et tu t'en rends compte en sortant un peu, parce que pendant, tu t'en rends pas trop compte. Mais maintenant, je suis là en mode wow, enfin, c'est pas possible en fait. Et on s'engage pas mal sur ces sujets-là parce que moi, c'est un sujet que je trouve ça aberrant qu'en 2021, ce soit encore comme ça dans ces écoles et qu'on en parle. Du coup, il y a un livre qui vient de sortir d'Iban Raïs, qui était anciennement journaliste chez Mediapart, qui a fait une enquête sur comment ça se passe dans les grandes écoles. J'ai oublié le nom du titre. Je te le donnerai. Mais du coup, qui parle de comment ça se passe à HEC, à l'ESSEC et à l'EDEC notamment, qui est juste... c'est hallucinant, quoi. Et quand tu relis ça, moi, j'ai lu quelques parties, et tu te dis, mais... putain, en plus, c'est vrai qu'il y avait toutes ces traditions, tous ces rites, tout ce sexisme, toute cette misogynie, et c'est très dur. Mais pour revenir à ta question, ça a été dur pour ça, déjà, parce que ça a été dur en termes d'estime de moi et de qu'est-ce que je vaux, justement. Si je vaux plus rien avec mes notes, qu'est-ce qui fait que je suis une personne à part entière et pas juste un bout de viande pour des mecs sur un campus, parce que clairement c'est ça, désolé. Et ensuite, quand on a monté notre boîte, c'était chiant parce qu'on se faisait tout le temps, vraiment, nous, vu qu'on a commencé par un compte Instagram et un podcast, c'était vraiment en mode genre, un peu en mode elles sont mignonnes, elles sont gentilles à faire ça, c'est super votre compte Instagram, mais vraiment avec un peu de dédain et on nous dénigrait un peu, quoi. Et clairement, tu sentais qu'il y avait tellement de personnes qui nous prenaient pas au sérieux, et nous, on était là en mode, mais c'est pas, en fait, juste, il faut arrêter, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, ta gueule. Mais vraiment ta gueule. Mais vraiment ta gueule. Et vraiment, moi, il y a eu certains moments où je me disais, mais bref, dans quel monde on vit pour qu'on nous prenne si peu au sérieux, alors qu'on a... c'est bon, on a démontré par A plus B qu'on savait de quoi on parlait et que, en vrai, notre projet, il est ambitieux, quoi. C'est pas juste de créer un compte Insta. Mais non, on est des filles, on avait 23 ans à l'époque. Clairement, tout ce qu'on voulait, c'était nous dire, oui, allez, reste bien à ta place, tranquille. Donc ouais, c'était compliqué, en vrai. Ça l'est toujours, hein. Je pense qu'il y a là, je fais un appel. Faut que vous vous mettiez en relation avec Camille Coco, déjà, les meufs du Gross. Ouais. T'as peut-être vu passer ça sur LinkedIn. Non. Invité, épisode 12, je crois, Camille, super nana, hyper impliquée dans ces sujets-là. Si je te dis pas de conneries, t'as Nina, que j'écorche pas son nom, Nina Ramen, okay. qui est copywriter chez Germinal, okay. Que je vois aussi beaucoup sur LinkedIn sur ces sujets. Et Juliette Hervé, je crois, qui est chez Spendesk. Ouais. Ouais, je pense que vous avez un truc à faire, là, les 4 fantastiques, un truc un peu sympa. Il y a énormément de choses à faire. Oui, puis j'ai cité qu'elle, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Hein, non, mais je suis totalement d'accord. Et puis dans ces boîtes-là, pas dans ces boîtes-là, mais dans les... Après, tu vois, sur ces sujets-là, typiquement, donc c'est un peu plus large que la question du sexisme et de la place de la femme, mais moi, je suis pas très fan de la façon de dénoncer et de name-shamer comme tu peux avoir sur des comptes comme Balance ta Startup. Je pense qu'il y a beaucoup plus... faut aller beaucoup plus loin que ça, en fait. Et que c'est pas une dénonciation qui doit se faire juste en balançant des noms de partout, mais beaucoup plus en faisant changer les choses à l'intérieur et en exigeant des entreprises qu'elles fassent changer les choses. Et pour moi, ce changement, il vient justement pas que de l'entreprise, mais de bien plus tôt, en fait. Des rôles modèles que tu mets en avant en école, des rôles modèles que tu mets en avant au lycée... en fait, c'est un changement qui doit être beaucoup plus en amont, quoi. Totalement. Avant de clore, pardon, la petite interview, j'ai une dernière question, du coup. Tu dirais quoi à Carla de l'époque ? C'est quoi les conseils que tu donnerais, là ? Ouais. Si t'avais genre 3 conseils à donner. D'arrêter de se mettre la pression, c'est le premier. D'arrêter de penser que que ta valeur vient juste du fait d'être... la première académiquement,
puisque dans le reste, en plus, j'étais très nulle. Enfin, tu vois, si tu me faisais faire du sport, par exemple, c'était pas possible. Ça, c'est le premier. Le cliché de la première de la classe qui est nulle en sport. Je te jure, j'étais trop nulle. Moi, j'étais trop content de te défoncer en sport. Mais c'est ça, en plus. C'est ça. Après, t'avais toujours les gens un peu moins bons, mais qui étaient grave forts en sport, et moi, j'étais là en mode, bon, tant pis. Je me rattraperai en maths. Exactement, c'est ça. Non, mais ça serait clairement le premier conseil. Et le deuxième, et je pense qu'il est encore plus important, c'est de se dire qu'en fait, bon, ça va paraître très cliché et un peu bisounours, mais qu'en fait, qu'elle vaut 1 million de fois plus que la personne qu'elle essaie de montrer en se conformant à ce qu'on lui demande d'être. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est qu'en fait, voilà, il y a 7 milliards d'hommes sur Terre, 7 milliards de personnes, d'individualités, de personnalités différentes et de richesses à apporter. Et qu'en fait, en se conformant, on passe à côté de la plus grande richesse qu'on peut apporter au monde. Donc vraiment juste de se dire que ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre et de toujours être la meilleure version de soi-même, parce que la meilleure version de soi-même, on l'est dès aujourd'hui. Donc voilà, c'est très poétique tout ça. C'est beau. Franchement, c'est beau. L'anticonformisme. Ouais. Je crois qu'il y a même un petit son de bon entendeur pour ceux qui aiment bien travailler en musique qui s'appelle l'anticonformisme. Je sais pas si c'est Gainsbourg ou je sais plus, mais allez écouter ça, c'est très sympathique dans les oreilles. Bon, Carla, on va passer maintenant aux questions pour la mention. Oula, let's go. Question pour la mention. Première question, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Quand tu dis vertu... 3 qualités, on va dire, essentielles, tu vas avoir, que tu as ou que tu n'as pas forcément. Ouais. Mais... je pense que si on reste un petit peu dans ce qu'on vient de se dire, déjà, il y a la bienveillance. Parce qu'en fait, sur tout ce qu'on vient de se dire, c'est pas possible, en fait, on peut pas se sentir bien si les autres autour de nous ne nous font pas nous sentir bien. Donc la bienveillance, pour moi, c'est hyper important. Je dirais la créativité, mais la créativité, pas dans le sens tu dois être créatif, c'est juste que je pense que tout le monde l'est, et du coup, juste l'exprimer, parce que c'est là que t'apportes de la richesse aussi. Et l'honnêteté aussi. Et dans honnêteté, je mets aussi savoir dire quand c'est bien et quand c'est moins bien aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Validé. Validé ? Ouais, c'est bien. Allez. C'est bien, j'aime bien. Voilà, c'est sympa. Ok, cool, Carla. La prochaine question, c'est est-ce que tu as un bouquin, un podcast, un film, une série, un truc que tu as grave kiffé, que tu aimerais partager ? Je prends au sens large, que tu peux prendre l'un de ceux-là comme tu veux. Ouais, carrément. Alors moi, je suis une grande fan des podcasts de Louis Média. Je sais pas si tu connais, mais du coup, ils ont énormément de podcasts. Il y en a 2 que j'aime beaucoup qui sont Émotion et Travail en cours. Travail forcément parce que ça me touche. Émotion parce que quand j'écoute ces podcasts, j'ai l'impression que ils arrivent à mettre le doigt sur des choses que je ressens intimement, mais que j'arrive pas forcément à exprimer. Et c'est un peu une sorte de thérapie pour moi. Joli. Ouais. Je connais du coup Louis Média, mais du coup, Émotion, j'irai l'écouter. Là, tu me l'as bien vendu. Trop cool. Dernière question. C'est quoi le prochain objectif que tu t'es fixé, Carla ? Je pense c'est d'être toujours plus audacieuse. Tiens, je l'aurais peut-être rajouté dans mes vertus, mais bon, tant pis. C'est d'être plus audacieuse dans ce que je fais. Et de vraiment, en fait, réussir à exprimer ce que je pense, quitte à blesser un peu, ou en tout cas, pas à blesser, mais à secouer. Voilà. Donc voilà, toujours moins me conformer, en fait. L'anticonformisme, ça va être le titre de ce podcast, je crois. Mais trop cool. Tiens, pareil, dernier petit rituel, après on va pouvoir se quitter. Yes. Carla, est-ce que tu arrives à résumer ce qu'on s'est dit depuis une bonne petite demi-heure en genre une phrase, ouais. Une bonne punchline de fin, là, boum. Toujours difficile cet exercice. Je sais pas s'il faut que je dise ça, mais si on reprend la punchline de McDo, ce serait un peu « venez comme vous êtes », tu vois. C'est pas mal, non ? C'est pas mal, en vrai, ouais. Je mange pas au McDo, mais j'aime bien. Moi non plus, je mange pas au McDo. Mais venez quand même comme vous êtes, et c'est comme ça qu'on vous aimera. Trop stylé. Belle phrase de fin, Carla. Merci beaucoup d'être venue. Putain, après un an, on a trouvé ce temps. Je suis grave contente. Trop content aussi. Ça va être un super épisode. Ceux qui vont écouter ça, vous allez kiffer. Allez suivre Carla, du coup, sur LinkedIn. Allez suivre Vocation sur Insta. C'est vocation.co.
Et sur LinkedIn, si vous voulez me suivre, c'est du coup Carla Abirad, mais c'est aussi simple que ça. Exactement. Ouais. Et écoute Carla, merci beaucoup. Tout le meilleur pour la suite. Merci, et puis Enzo. prends soin de toi. Yes, merci. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.